Philippe Maugiron. Alors, vous aussi, vous avez un point de vue, je dirais, un peu privilégié parce que vous avez une certaine ancienneté. Vous êtes à un poste d'observation en tant que chargé de la logistique, de l'administration, de la formation. Enfin, en tout cas, vous avez certains enseignements à Paris 13 dans cette fameuse formation mention médiateur de santé pair. Euh, euh, donc, vous êtes à même de nous dire plusieurs choses. Alors, je voudrais d'abord commencer en adressant une pensée particulière à deux personnes qui me sont chères, Agathe et Olga. Et je voudrais remercier bien évidemment Tim Grissen, Pascal Cacot et Emmanuel Jouette d'avoir œuvré pour que cette journée existe. Des journées comme celle-ci sont trop rares. Elles sont trop rares parce qu'elles sont animées d'un esprit démocratique, à savoir qu'elles sont ouvertes à tous et que c'est la diversité, la pluralité qui fait qu'un jour, j'espère, nous serons capables de vivre ensemble et que nous n'aurons plus besoin d'avoir de ces temps de rencontre. Ce serait l'objectif citoyen ultime de ces journées. Alors oui, j'ai beaucoup de chance dans mon parcours. J'exerce un métier que je n'ai pas voulu exercer quand j'étais enfant. Ça ne se décide pas enfant, ce genre de choses. Je suis un médiateur de santé pair au centre hospitalier Sainte-Anne depuis 2012. J'ai suivi la première formation sous la forme d'une formation diplômante, un DU, médiateur de santé pair aidant, dispensé par Paris 8 à l'époque. On a longtemps attendu une deuxième promotion. Qui a finalement commencé en décembre 2017. La formation est portée cette année par Paris 13, par un laboratoire de recherche, le SMBH, dont s'occupe Rémi Gagnère. Il y a une proposition de poste qui a été distribuée à tous les médiateurs. Il se trouve que pour des raisons logistiques et aussi financières, il n'y avait pas de quoi héberger et puis surtout payer les frais de transport des autres médiateurs. Donc c'était plutôt adressé à un médiateur de Paris. J'ai postulé, on m'a proposé le poste, je l'ai accepté. Alors je veux dire, en première intention, oui, l'intitulé du poste est coordonnateur pédagogique. C'est un petit peu ronflant, pompeux, ça peut flatter. Dans la réalité, c'est essentiellement des questions logistiques. Alors je tiens à préciser, vraiment, c'est important pour moi, c'est mon point de vue et ça n'engage que moi. Ce n'est pas parce que j'interviens dans des programmes de formation ou même à la fac que ça fait de moi un enseignant. Ce n'est pas parce que je travaille dans un laboratoire de recherche que ça fait de moi un chercheur. Je considère que ce sont des compétences qui sont spécifiques et ce n'est pas par le fait d'une baguette magique ou parce que quelqu'un m'a élevé en tant que médiateur de santé pair à travailler, et j'en suis ravi, au sein d'un laboratoire de recherche où me proposer des interventions dans le cadre d'enseignement, que ça fait de moi miraculeusement un chercheur ou un enseignant. Là, j'ai un point de vue vraiment presque rigide sur le sujet. Il ne faut pas confondre. Enseignants-chercheurs, ce sont des métiers, ce sont des diplômes, et il ne faut pas confondre savoir et connaissance. On en a parlé tout à l'heure. À titre individuel, et c'est une grande problématique de mon point de vue à ce jour au niveau de la paire aidance et des pères aidants, nous avons tous des connaissances spécifiques, individuelles, intimes. Et c'est essentiellement de cela dont nous parlons lorsqu'on parle de savoir expérientiel. Alors qu'il y a d'autres types de savoirs, des savoirs dits collectifs, qui sont pour moi bien plus importants, et c'est grâce à ces savoirs collectifs que j'ai pu me rétablir, notamment en fréquentant des groupes d'usagers. Je veux parler des alcooliques anonymes et des narcotiques anonymes. Ce sont ces savoirs collectifs mis en commun que chacun peut s'approprier au fur et à mesure qui me permettent aujourd'hui d'être ici. Ce ne sont pas mes connaissances individuelles, personnelles qui me permettent d'être ici. C'est de m'enrichir de l'autre. C'est toujours ça, la dernière question et la première, in fine. C'est collectivement, nous sommes capables d'aller mieux individuellement. Moi, c'est mon objectif. C'est ça le sens de mon travail, en fait. Alors oui, coordonnateur pédagogique, je suis ravi d'être en lien avec les médiateurs et médiatrices de la promo 2018. Il y a Sarah qui est là. Oui, cette promotion est différente de la nôtre parce qu'avec ces 6 années qui sont écoulées, il y a de l'information et il y a beaucoup d'informations sur Internet et ça change profondément la manière dont les gens abordent les sujets
de diagnostic, de maladie, de traitement, de rétablissement. Alors oui, cette promotion, je crois qu'elle est même plus brillante que nous l'étions en 2012 parce qu'ils ont plus d'informations, ils ont mûri certains sujets. Ils se sont appropriés aussi certaines choses et ils sont plus aguerris. Oui, donc clairement, on est quand même arrivé à... Enfin, arrivé, on n'est jamais arrivé, mais on est quand même plus, enfin, beaucoup mieux informé, un peu dans un état de patient 2.0, enfin, d'usager 2.0. Alors, il y a une différence. On patiente beaucoup moins, justement. Alors, je fais une différence importante entre le patient 2.0 et le patient 2.0. On pourrait croire que c'est presque la même chose. Pour moi, le rétablissement uniquement numérique, ce n'est pas du rétablissement. Certes, l'outil numérique est fondamental, on ne peut pas le nier, il fait partie de notre vie. Aujourd'hui, les personnes qui débutent leur parcours de rétablissement ont connu l'euro, Internet, les téléphones portables, les réseaux sociaux, et c'est un outil majeur de rétablissement, mais se rétablir uniquement par le biais d'un écran, pour moi, ce n'est pas du rétablissement, c'est du rétablissement 2.0, voire 2.0. Parce que, comme vous le dites, les groupes de parole, la psychoéducation, comme le font depuis très longtemps les narcotiques anonymes, les alcooliques anonymes, c'est super payant. Enfin, oui, il n'y a rien d'autre que la réalité. Moi, j'exerce un métier de la relation. J'ai une maladie du lien avec moi-même, du lien social. Et il n'y a rien d'autre que la réalité et le fait de se toucher, de se voir, de se parler, de me mettre en danger aussi. C'est une véritable mise en danger que d'être dans la réalité d'une relation. L'écran protège toujours. L'écran, à un moment, est source d'illusion, de déformation. On le sait, puisqu'il faut bien régler les couleurs sur un écran. J'étais assez d'accord avec ce que tu disais au niveau de l'importance de la vie réelle quand on voit la surmédiatisation qu'il y a aujourd'hui. Après, je pense que la vie aussi est faite de processus et que moi, personnellement, Internet m'a permis de me raccrocher à quelque chose à un moment, tu vois. Et après, effectivement, être capable d'avancer vers la vie concrète, c'est ce qu'il y a de mieux. Et n'empêche que Internet m'a vraiment permis d'acquérir aussi une certaine forme de savoir qui aujourd'hui est intéressante. Mais je ne dévalorise pas ni ne critique Internet. De mon point de vue, la vie est en dehors d'Internet. Les groupes d'usagers que je fréquente, les narcotiques anonymes et les alcooliques anonymes, ont été pour moi un mode d'emploi pour intégrer et trouver une place dans la cité. Avoir un rétablissement 2.0 sans bouger de son écran tout le temps, pour moi, ce n'est pas du rétablissement. La vie est au-delà de tout ça. Le citoyen dans la cité ne se résume pas à communiquer, à donner son avis sur des sites, des forums. On n'est que dans le partage d'informations sur Internet essentiellement, ou alors l'achat de biens. Voilà essentiellement Internet, comment ça fonctionne. Moi, ce que je souhaite, c'est d'être dans l'action, déjà dans l'action d'une transformation personnelle, et aussi... ça, c'est mon engagement individuel et citoyen, essayer de rendre le monde plus juste. Rester sur mon siège derrière un écran, je ne change que très peu le monde. Certes, je peux aider des personnes en début de rétablissement, de parcours de rétablissement, c'est un très grand intérêt, c'est un outil formidable, mais on ne peut pas limiter son rétablissement au numérique. Pour moi, ce n'est pas possible. Alors, il y a une autre question qui se pose. Justement au niveau de la paire aidance, de tous ces métiers différents, un peu différents, médiateur de santé pair, pair aidant, formateur pair, c'est quand même une certaine précarité des financements, des statuts, du nombre de postes créés ou pas créés. Enfin, ça pose un peu question, non ? On est clairement dans la vulnérabilité sociale. Oui, c'est ça. Enfin, voilà. Elisabeth, vous me disiez que vous n'en vivez pas. Enfin, clairement, c'est quand même, ça reste une petite activité. Enfin, Alors, c'est pas une petite activité dans la densité du terme. Voilà, mais en tout cas, c'est faiblement rémunérateur. Voilà, c'est une activité pour l'instant qui est ponctuelle. Je ne peux pas en vivre, et les autres formateurs pairs non plus. Et toute la question a été, très concrètement, la question du statut professionnel proposé pour cette activité nouvelle. On nous a proposé au départ un statut d'auto-entrepreneur que nous avons refusé, notamment en raison du régime social dont nous avons besoin, puisqu'étant souvent encore en soins,
On ne peut pas plaisanter avec ces questions-là. Et au fil d'une recherche qui a été menée notamment par Agathe Martin, coup de chapeau au passage, nous nous sommes tournés vers un statut d'entrepreneur salarié qui a l'avantage de lisser un faible salaire sur les 12 mois de l'année. Et c'est important notamment pour négocier avec la CAF. La CAF est bien loin des réalités de notre vécu en tant que personne travaillant à temps partiel, d'une activité dont nous ne pouvons pas vivre, ce qui nécessite que nous puissions continuer à percevoir nos allocations. La CAF, on lui déclare tous les trimestres nos revenus. Et le temps qu'elle les étudie, elle ne nous verse que la moitié de l'allocation. Comme je dis souvent en plaisantant, comment je fais moi pour acheter mes pâtes et les croquettes du chat ? Je le dis avec humour, mais la réalité qui est derrière n'est pas évidente. Heureusement que j'ai une famille qui m'aide, concrètement. Ça pose vraiment question, est-ce que oui ou non, dans notre société, nous permettons à des personnes étant en souffrance psy et en pleine capacité de travailler, mais à temps partiel, est-ce qu'on le leur permet ou est-ce qu'on les cantonne, est-ce qu'on nous cantonne dans des systèmes d'allocation desquels il est difficile de sortir ? Donc moi, je suis à peu près dans une situation similaire. Je cumule 2 travails, un en tant qu'intérimaire, pour une durée à peu près de 20 à 30 heures par mois, et les formations que j'effectue sur Maison Blanche qui sont aléatoires. C'est très très compliqué au niveau administratif. Un coup, je vais avoir des salaires à 1 000 € et un coup, je vais avoir des revenus à 98 €. Du coup, c'est vraiment pas simple pour eux de suivre. C'est vraiment pas simple pour moi de m'ajuster, puisque je me retrouvais parfois avec l'équivalent de 500 € pour vivre, et des fois je vais être à plus de 1000, mais c'est plus souvent à 500, etc. Parce que moi je travaille en fait depuis une dizaine d'années à peu près. J'ai découvert en fait que, il y a des rouages qui se font, etc., où on se demande vraiment si, même au-delà de la précarisation, ça ne nous pousserait pas à choisir le choix de l'illégalité par certains moments, quoi. Parce que c'est vraiment compliqué, quoi. Et on se retrouve dans des situations où clairement, ça doit être des personnes extérieures qui nous aident. Pareil, pour moi, c'est ma famille qui continue de m'aider quand il y a besoin. Mon travail est reconnu. J'ai la chance d'avoir des très bons retours. On fait des évaluations régulières, aussi bien au niveau des formations que du travail prospère. Et oui, les choses avancent, les professionnels reconnaissent les personnes en situation de souffrance psychique grave. Ils sont même heureux de travailler avec moi, puisque pour l'instant je suis la seule, mais je suppose que pour la prochaine session c'est pareil, comme il y aura d'autres pères aidants, ce sera d'autres formes de travail, mais il y aura aussi des points positifs. Et n'empêche, qu'est-ce que vont devenir ces personnes, quoi. C'est vraiment une question aujourd'hui sur qu'est-ce que fait les institutions pour nous permettre de vivre et de dépasser. Moi personnellement, j'ai pas de souci avec mon handicap. Je m'en fiche un petit peu. Il y a des moments où c'est pas facile, mais globalement, ça ne m'handicape pas trop. Mais la situation dans laquelle nous poussent les institutions, l'État, est parfois plus difficile à vivre que le handicap. Et donc, de l'autre côté, quand on est intermédiaire, comme dans ma situation en tant que professionnelle d'une institution, j'ai la responsabilité, je me mets en responsabilité de demander à des personnes d'accentuer leur vulnérabilité sociale, et bien en fait, on se retrouve dans des problèmes d'éthique. C'est qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait réellement ? Qu'est-ce qu'on a comme moyen, en fait, si on est dans l'idée de valoriser les savoirs d'expérience des personnes, pour assurer, en fait, de façon très très éthique, la possibilité que ça se fasse.
Et donc là, on est en charnière très clairement. Il va falloir changer le monde pour que l'on puisse avoir un système de valorisation des acquis de l'expérience de la maladie mentale ou de la vulnérabilité psychique dans un système très généralisé et pour lequel ça ne pose plus aucun souci. Parce que la clandestinité, c'est de notre côté aussi. Hein. Moi, je fais des trucs pas légaux des fois, ou à la limite, etc. Mon chef est là, il ne le saura pas, vous ne lui répétez pas. Mais il le sait en plus, mais il n'est plus là. Donc ça, c'est très très important parce que c'est au niveau institutionnel et puis c'est au niveau personnel aussi parce que c'est comment on accompagne et comment nous, enfin moi en tous les cas, de la place que j'ai, quand j'entends ces histoires-là et que je les demande et que soit Daphné, Elisabeth les raconte, c'est après, ça pose de vraies questions éthiques. Éthique, c'est la vie bonne, hein, donc c'est pas mettre les personnes en situation, en accentuant les difficultés. Et il y a bien cette idée-là, en fait, de quelque chose. Ok, si dans vos institutions vous faites appel aux personnes, il y a vraiment la nécessité d'instaurer un système protecteur quelque part, de solidarité, en fait. En fait, avec Frédéric, on est en tout cas sur un certain niveau, dans la solidarité, de pouvoir faire en sorte que tout ça se passe de façon le plus pertinent et lequel ça fasse moins de mal et surtout ça fasse du bien aux gens qui veulent travailler. Et encore une fois, si moi ça me fait du mal et que je dors peut-être une nuit mal, c'est pas très très grave. Mais c'est plus que ça. Oui, c'est vrai que c'est souvent un vrai, enfin, à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle quand on apprend qu'on va travailler, parce qu'on se dit oh là là, mais comment je vais faire avec la CAF finalement, je risque d'y perdre. Enfin, encore une fois, on est dans un arbitrage et on se dit est-ce que finalement il vaudrait mieux ne pas travailler ou ne pas accepter cette proposition. Enfin, c'est complètement absurde. C'est le choix, malheureusement, que font certaines personnes, parce que le risque est trop important de quitter le système de prise en charge, notamment en Belgique. Il y a encore peu de temps, les personnes se formaient, mais ne voulaient pas prendre le risque d'aller vers la professionnalisation, parce que pas de ressources, pas de quoi vivre. Mais là, on atteint une espèce de paradoxe au niveau de la paire aidance professionnelle à l'heure actuelle. De plus en plus de gens s'accordent à lui reconnaître de la valeur, mais nous demeurons une erreur économique. Le postulat de départ, c'est dans notre société, c'est ce qui est rare et cher. Vous avez ici des personnes qui sont extrêmement rares et qui ont toutes une énorme valeur, une valeur considérable. Et la société ne leur connaît pas de valeur. Nous sommes tous condamnés à demeurer des travailleurs pauvres aujourd'hui. Alors moi, je suis plus optimiste que Philippe parce qu'effectivement, ça a été des vraies problématiques quand ça s'est posé pour les formateurs pairs. On n'avait pas suffisamment anticipé la question du statut. Très concrètement, c'est vrai, ça n'avait pas été bien pensé. Moi, ce que j'ai trouvé absolument formidable, c'est cette unité que l'ensemble des personnes ont faite. Et il y a vraiment eu elles ont fait équipe, elles ont fait corps. Je dis elles parce qu'au départ, il n'y avait que des femmes avant que Philippe n'arrive dans le groupe. Et du coup, il y a eu vraiment un mouvement commun de comment on peut faire face à ça, quelles solutions trouver. Effectivement, Agathe et Elisabeth ont défriché, ont trouvé une solution qu'elles ont partagée avec le groupe des formateurs pairs, et ce qui permet à d'autres personnes d'accéder à ce statut, de partager. Ce sont aussi des démarches qui sont extrêmement longues. Il y a des systèmes d'intégration pour qu'elles aient ce statut. C'est pas facile. En tout cas, je trouve que cet échange entre les pairs et avec nous a vraiment formé une cohésion. Et c'est ce qui permet à chacun d'avancer et qu'on garde une petite forme d'espoir sur le fait que effectivement ce statut-là, il commence à se stabiliser très clairement. Ce qu'on espère, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui rentrent dans les dispositifs qui vont pouvoir l'utiliser. Et ce qu'on espère à terme, c'est être entendus, qu'ils soient tous entendus pour que ça fonctionne mieux.